Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce podcast consacré à l'histoire de vie d'Alice Miller. Décédée en 2010, Alice Miller était une avocate de l'enfance, psychanalyste repentie et autrice de nombreux livres sur la violence éducative ordinaire. Elle a marqué l'exercice de la psychothérapie en se plaçant résolument du côté des enfants abusés et violentés. Elle a dénoncé le 4e commandement biblique qui ordonne d'honorer ses parents quoi qu'il vous ait fait. Elle s'est insurgée contre l'idée de pardon, qui fait obstacle à l'expression de nos vrais sentiments envers nos géniteurs. En mars 2024, France Culture a consacré une émission Toute une vie à Alice Miller, dans laquelle je suis brièvement intervenu. Par ce podcast, j'aimerais restituer l'intégralité de l'interview que m'a accordée la journaliste Virginie Bloch-Lenné dans sa version monologuée, si je puis dire. J'espère pouvoir vous faire sentir l'importance de l'œuvre d'Alice Miller, tout en dévoilant la complexité d'une personnalité controversée et surtout l'impact de ses propres traumatismes sur sa pensée. Je parlerai aussi du ressentiment éprouvé par son fils Martin Miller, qu'il a notamment rendu public dans son ouvrage Le vrai drame de l'enfant doué, paru après la mort d'Alice Miller. Il sera donc question d'héritage traumatique. Sur la page dédiée à ce podcast, vous trouverez une série de références vous permettant d'approfondir une thématique qui, je pense, concerne chacune et chacun d'entre vous. Voici donc l'histoire de vie d'Alice Miller et tout d'abord son enfance en Pologne. Où est-elle née exactement? Et dans quel milieu a-t-elle grandi? Quelles furent ses principales figures de référence? Avant d'aborder sa vie d'une manière chronologique, j'aimerais rappeler que le dévoilement de son histoire s'est fait dans le sens inverse. Comme je viens de le mentionner, c'est après sa mort et avec la publication en 2013 du livre de son fils, Martin, Le vrai drame de l'enfant doué, que son enfance et son adolescence dramatiques ont été révélées. Martin lui-même n'en connaissait que quelques bribes. C'est par l'intermédiaire de la cousine de sa mère, Irenka Taurek, qui avait émigré aux États-Unis, et en interrogeant d'autres parents éloignés, que Martin fit ses premières découvertes. Irenka, qui, nous le verrons, fut une figure maternelle de substitution pour Martin Miller. Alors, quelle fut cette enfance? Alice Miller est née Alicia Anglar au sein d'une famille juive orthodoxe établie en Pologne, à Piotrków Trybunalski, le 12 janvier 1923. Depuis des siècles, la ville était peuplée d'une importante communauté juive de quelques 25 000 membres. Son grand-père paternel, Abraham de Wanglar, était un rabbin hassidique très estimé dans sa communauté, un homme cultivé qui avait voyagé dans toute l'Europe. Voici donc une première figure monumentale et certainement autoritaire qui s'impose dans l'enfance d'Alicia, son grand-père paternel. Au début du siècle, il avait ouvert un commerce à Piotrków et fondé une famille qui connut par la suite une certaine aisance. Il avait pu s'acheter une maison dans laquelle 3 générations vivaient sous le même toit. Un premier fils, Fischel, s'enthousiasma pour le sionisme et émigra par la suite en Palestine. Y vivait également un second fils, Meilek, et sa femme Guta, les parents d'Alicia. Très religieux, Meilek n'osa pas se rébeller lorsque son père lui imposa de marier cette femme qu'il n'aimait pas. Guta était d'origine modeste, très ambitieuse, mais peu cultivée, et ne parvint jamais à être acceptée par la famille Anglar. C'est là un élément biographique très important, me semble-t-il, pour comprendre la psychologie de la jeune Alicia. Son père était un religieux, soumis à son propre père, et méprisait sa femme. Alicia reprochera par la suite à ce père de ne pas la soutenir quand sa mère se montrait violente envers elle. Puis venaient 3 autres filles, dont la dernière, Alla, qui aura une grande influence sur le destin d'Alicia. Petite dernière, Alla avait pu fréquenter une école publique de Piotrków, alors que ses frères et sœurs, plus âgés, avaient fréquenté une école juive. Alla s'éloigne par la suite de l'orthodoxie religieuse pour épouser un juif libéral, Bunyo Sussman. Au contact de cette tante, Alla,
qu'elle fréquentera assidûment, Alicia va donc pouvoir sortir du carcan religieux, incarné à la fois par son grand-père, Abraham, et par son père, Meilek. On peut d'ailleurs penser à la présence d'un témoin secourable dans l'enfance d'Alicia, une figure dont elle montrera l'importance comme autrice et psychothérapeute. D'ailleurs, bien des années plus tard, Alice Miller va retrouver ce couple à Bâle et leur fille Irenka deviendra pour Martin une jeune mère de substitution. Irenka est le second personnage du film Who is Afraid of Alice Miller que Martin a récemment tourné avec Daniel Howald, réalisateur suisse, et dont nous reparlerons. Mais revenons à Alicia Englart. Comment a-t-elle grandi? Ses proches la décrivirent comme une enfant rebelle et très intelligente. Elle se comportait souvent avec une certaine arrogance, disait-on, hein, avait un esprit très vif, parvenait, semble-t-il, à imposer sa volonté. Très tôt, elle se montra critique envers le judaïsme orthodoxe et réussit à se faire inscrire dans une école polonaise, comme sa tante Alla. C'était une enfant solitaire qui ne supportait pas l'ambiance rigide de la maison Englart et se réfugiait fréquemment chez Alla et Bugno lorsqu'elle se disputait avec ses parents. Sa mère s'est montrée particulièrement répressive à son égard, mais son père laissait faire, ce qui la rendait folle. En 1931, la famille déménagea à Berlin, chez une autre tante d'Alicia, puis revint à Piotrków lorsqu'Hitler prit le pouvoir en Allemagne 2 ans plus tard. Alors âgée de 10 ans, elle eut tous les problèmes d'une fillette juive qui ne voulait pas être juive jusqu'à ce que la guerre bouleverse sa vie et celle de la Pologne. Pour résumer en quelques mots l'impact de son enfance sur la future Alice Miller, nous avons le carcan religieux, contre lequel elle s'est très tôt rebellée, à l'inverse de ses parents. Nous avons également la violence maternelle, qui sera la matrice de la pédagogie noire, qu'elle dénoncera par la suite. Et nous avons enfin le fait qu'elle ait parfaitement su s'adapter à la société polonaise, ce qui, on va le voir, lui sauvera la vie. Car tout va basculer pour la famille Englart avec l'invasion de la Pologne par l'armée allemande en septembre 1939. Alicia va changer de nom, se cacher d'une manière très particulière, et c'est là que débute la seconde partie de cette histoire. Dès l'automne 1939, la famille Englart va résider dans le premier ghetto de Pologne établi par les nazis à Piotrków Trybunalski. Alicia avait alors 16 ans et obtenu son baccalauréat. Elle parlait donc couramment le polonais. Elle prit contact avec l'organisation clandestine du ghetto et s'enfuit pour Varsovie avec de faux papiers. Dans la capitale polonaise, elle se procura un nouveau passeport, se fit appeler Alice Rostowska. Alice, donc, fréquentait l'université clandestine, donnait aussi des cours dans un lycée pour gagner sa vie. Et en 1942, elle apprit que le ghetto de Piotrków allait être fermé et ses occupants envoyés à Treblinka pour y être gazés. Alice se démena pour obtenir de faux papiers pour sa sœur, Irena, et leur mère, les sauvant de la déportation. Elle cacha sa mère à la campagne et sa sœur dans un couvent à Varsovie, où Irena dut aussi abandonner toute trace extérieure du judaïsme et adopter la foi catholique. On ne peut qu'imaginer l'étendue de sa peur et de son désespoir, mais toujours intelligente et avisée, Alice était au moins parvenue à sauver une partie de sa famille. Le rabbin Dov Englart et sa femme Sarah, les grands-parents d'Alice, furent déportés dans un premier convoi vers Treblinka le 14 octobre 1942. Son père Meilek, qui était gravement malade et parlait très mal le polonais, n'avait pu fuir le ghetto. Il y était mort en 1941 des suites de sa maladie. C'est alors que se noua ce qui allait devenir le drame d'Alice Miller, sa rencontre avec un maître chanteur polonais qu'elle allait épouser par la suite, Andrzej Miller. Entre 18 et 22 ans, elle vécut en effet dans la partie arienne de Varsovie, au milieu des Allemands, sous ce pseudonyme d'Alice Rostowska. Elle était confrontée à l'intense persécution des Schmalkowniks, comme on les appelait, ces Polonais qui tiraient un profit de la dénonciation des Juifs. Et un jour, elle fut prise par l'un d'eux. Alice lui donna la seule bague de valeur qu'elle possédait, mais le séduisit
et devint sa maîtresse. D'autres juifs ont survécu grâce à ce qu'on appelait alors des parpiers ariens et ont décrit ce que cela représentait d'être traqué, d'abandonner son identité pour avoir l'air polonais. Ce qu'ils avaient en commun, c'était la peur, car ils pouvaient à tout moment être dénoncés et déportés. Ce qui pouvait les sauver, c'était leur présence d'esprit, leur débrouillardise, une vigilance de tous les instants. Il fallait rester optimiste, avoir le sens de l'humour, l'air nonchalant. Il fallait aussi cultiver l'apparence polonaise, garder un regard serein et porter certains accessoires comme un crucifix ou une chevalière pour les hommes. Il fallait surtout parler un polonais sans accent et utiliser les expressions d'usage. Les survivants ont relaté que le fait de vivre sous une fausse identité a impacté l'ensemble de leur vie. Ils ont appris à mentir pour survivre, à changer de peau pour répondre aux besoins du moment. Nous avons là pour Alice et pour d'autres la formation de ce que le psychanalyste anglais Donald Winnicott appelait un faux self, un faux soi. C'est ce faux soi qu'Alice Miller va présenter au monde pour le restant de ses jours, en entretenant par exemple le secret sur son vécu de l'occupation. Dans de telles circonstances, les victimes des Schmalkovniks ont aussi développé un sentiment de persécution qui a été réactivé par la suite dans d'autres contextes. C'est ainsi qu'Alice Miller parvint à se convaincre que son propre fils la persécutait. Pour revenir aux circonstances entourant la fin de la guerre, Alice et sa sœur Irena tirèrent parti de l'insurrection de 1944 pour traverser la Vistule et se mettre en sécurité du côté russe. Elle raconte cet épisode dans l'un de ses livres, Chemin de vie, par le truchement de deux personnages fictifs prénommés Margot et Lilka. Après la guerre, les deux sœurs retournèrent à Lodz, près de Piotrków, et Alice débuta des études de philosophie. C'est là qu'elle retrouva Andrei Miller, qui se montra envahissant. Elle finit par le convaincre de sortir avec elle, et Martin parle de cette relation amoureuse comme d'une haine domptée, un amour imposé qui rappelait la relation des parents d'Alicia. Alice Rostovska et Andrei Miller finirent par émigrer ensemble vers la Suisse au bénéfice d'une bourse d'études et se marièrent en 1949. Martin naquit dans les environs de Zurich un an plus tard. Bien des années après, Alice Miller confiera à son fils que son mari portait le même prénom que son persécuteur. Martin est convaincu que le persécuteur d'Alice Rostovska et son père, Andrei Miller, sont bien une seule et même personne. Si tel est le cas et les indices réunis par Martin portent à le croire, nous avons là une relation tout à fait particulière dans laquelle la victime et son persécuteur firent alliance. Une alliance délétère dont leur fils fera les frais. Pour son père, antisémite, Martin sera l'enfant d'ascendance juive qu'il va persécuter sans que sa mère ne proteste. Mais voyons comment Alice a vécu son exil et son intégration en Suisse. C'est la troisième partie de notre histoire. Pour Alice, la Suisse n'était pas un premier choix. Elle aurait sans doute préféré émigrer vers la France ou les États-Unis. Le pays avait été épargné par la guerre et elle confia le sentiment d'avoir atterri sur la Lune. Elle a dit s'y être toujours sentie étrangère. À Bâle, où Alice et Andrei poursuivent leurs études, l'opulence de leur famille d'accueil lui paraît presque obscène. Elle étudie la philosophie et commence à s'intéresser à la psychologie. Dès 1948, Andrei dirige le musée polonais de Rapperswil au bord du lac de Zurich. Le couple fréquente maintenant un cercle d'amis intellectuels et bourgeois qui ressemble peut-être au style de vie que menaient Alla et Bunyo Tsussman dans le monde universitaire de Piotrków. Et Martin verra dans cette intégration forcée autant que désirée une nouvelle césure dans la vie de sa mère, une manière d'échapper au traumatisme de la guerre qui pourtant se rappelait sans cesse à son souvenir. Elle s'accroche à un mari qu'elle n'aime pas. Elle voit des amis qui ne s'intéressent pas aux horreurs qu'elle a traversées. Comme nombre de ses contemporains victimes de la guerre, elle se forge une personnalité nouvelle pour tenter de surmonter ses traumatismes. Elle se fond dans l'opulence glacée de la bourgeoisie zurichoise,
comme elle s'était cachée pour survivre dans la capitale polonaise occupée. Là encore, on pense à Winnicott, à l'élaboration d'un faux soi qui se construit dès l'enfance en réaction aux exigences éducatives. Dans le cas des Juifs polonais, qui se firent passer pour non-juifs, et comme nous l'avons vu, on trouve la même réaction de survie, qui se manifeste par une confusion d'identité. On apprend à mentir pour vivre, on apprend à vivre seul et à changer de peau pour répondre aux besoins du moment. Ce sont sans doute les réflexes de survie qu'Alice Miller a retrouvés en Suisse. Et c'est à cette époque qu'elle découvre la psychanalyse, une discipline pour laquelle elle va se former dès 1953. Martin avait alors 3 ans. Il n'y avait pas encore à Zurich de cadre institutionnel pour cette voie, mais elle suivit plusieurs groupes d'analystes autour du psychiatre Gustav Bally. Par la suite, elle fréquentera le séminaire psychanalytique de Zurich, toujours donc de Gustav Bally, fondé en 1958. À l'époque, la psychanalyse fascinait et ses représentants constituaient une avant-garde d'intellectuels dont les sujets de réflexion heurtaient la bienséance bourgeoise. Il est donc vraisemblable qu'Alice Miller y ait trouvé une respiration, une liberté qui lui permit de surmonter ses problèmes privés. Elle suivit 2 analyses didactiques et débuta bientôt sa propre pratique. En 1960, elle fut admise à la Société suisse de psychanalyse. Et jusqu'en 1968, Alice Miller avait un petit cabinet sur les hauteurs de la vieille ville de Zurich que Martin décrit comme un petit nid d'aigle. Elle fréquentait assidûment le milieu psychanalytique et était aussi très active comme didacticienne et formatrice au séminaire de Gustav Bally. Au début des années 1960, le courant psychanalytique orthodoxe connut cependant ses premiers ébranlements. L'intérêt d'Alice Miller pour d'autres chercheurs innovants finit par irriter ses collègues freudiens. Elle s'intéressa par exemple à l'américain Heinz Kohut, qui s'est penché sur le concept de narcissisme et définissait l'empathie comme une méthode centrale de l'analyse. S'en est suivie une véritable guerre de tranchées qui lui valut finalement d'être exclue des associations freudiennes. On peut imaginer que la fougueuse Alice Miller ne supportait pas l'orthodoxie de ses collègues, sur lesquels elle projetait le carcan doctrinal de sa propre famille. Elle commença par émigrer intérieurement, développa son propre style en tant que psychanalyste. Un collègue qu'elle supervisait décrit déjà une capacité surprenante à faire des liens entre les situations de l'enfance d'un patient et leur transposition dans la vie de la personne. Il parle même d'une faculté d'empathie phénoménale. Alice Miller va lire d'autres auteurs décriés par les psychanalystes classiques et peu à peu faire son propre chemin. Là encore, on peut penser qu'elle remettait en scène la rupture avec l'orthodoxie familiale dans une quête de vérité, de liberté. Et c'est ce qu'elle va trouver avec ses recherches sur l'enfance. Débute alors sa séparation douloureuse d'avec la communauté psychanalytique, et c'est la 4e partie de notre histoire. La prise de distance d'Alice Miller par rapport à la psychanalyse classique débute avec sa lecture de 3 précurseurs, à savoir Heinz Kohut et ses recherches sur l'empathie, l'analyste anglais Donald Winnicott et le pédopsychiatre John Bowlby. Winnicott était à l'origine d'un concept qui lui parlait profondément, puisqu'il s'agissait du développement du soi. Il avançait que les influences extérieures, en particulier ce qu'on appelle aujourd'hui les expériences négatives vécues pendant l'enfance, pouvaient obliger l'individu à développer un faux soi pour protéger son originalité, à savoir son vrai soi. Ce concept décrivait exactement ce contre quoi Alicia s'était rebellée dans sa famille et ce qu'elle avait vécu pendant la guerre à Varsovie, la construction d'une fausse identité, d'un faux soi. D'une certaine manière, c'est aussi ce qu'elle se refusait à vivre à Zurich, dans les cercles psychanalytiques. La théorie de l'attachement de Bowlby montrait que le développement d'un soi sain dépend d'abord de l'expérience vécue précocement par l'enfant avec sa mère. Ce qui l'opposait aux défenseurs des pulsions sexuelles infantiles décrites par Freud, évidemment. Enfin, Kohut fut l'un des premiers analystes à comprendre l'importance pour l'enfant d'être reconnu par son environnement familial.
Contrairement à Freud, il ne considérait pas comme névrotiques les besoins narcissiques de l'enfant, mais leur accordait une grande importance. Dans son premier livre, Le drame de l'enfant doué, Alice Miller s'oppose d'ailleurs avec véhémence au concept freudien de narcissisme. Rétrospectivement, on peut remarquer que ces auteurs abordent des thématiques qui jouèrent un grand rôle dans sa vie. Chez Bowlby, elle trouvait une confirmation des blessures causées par les expériences négatives qu'elle avait vécues avec sa mère, froide et répressive, des blessures d'attachement. Avec Winnicott, elle pressentait d'où pouvait lui venir le sentiment d'être étrangère à elle-même, dans sa propre famille, puis à Varsovie, et enfin en Suisse, dans un milieu pourtant privilégié. Enfin, Kohut abordait la question de l'estime de soi que l'enfant construisait au travers des regards extérieurs. Elle dut se rendre compte que les reproches incessants de sa mère et les jugements posés par ses proches sur ses excentricités avaient profondément blessé son estime d'elle-même. Elle ressentait d'ailleurs chaque critique comme un rejet personnel, la renvoyant à cette blessure et elle y réagissait violemment. Martin suggère que ces auteurs lui ont donné le goût d'une enfance qu'elle n'avait jamais eue. Sur le plan de sa pratique analytique, ils eurent aussi un impact décisif. La dimension émotionnelle était au centre des séances d'analyse et non plus la résolution des conflits pulsionnels. La relation au patient devait être plus empathique et le reflet de son vécu émotionnel devenait l'outil thérapeutique le plus important. Sa pratique se développa donc autour de la psychologie du soi. Elle s'opposa également à l'évolution politique du séminaire psychanalytique de Zurich, pour lequel certains membres revendiquaient une pratique de l'autogestion. Elle fut la première à dénoncer des luttes de pouvoir qui conduisirent à la scission du séminaire en 1977. Finalement, c'est son propre corps qui a parlé puisqu'Alice Miller développa un grave cancer du sein et échappa de peu à la mort. Elle prit conscience qu'il lui fallait quitter les prisons qu'elle s'était elle-même construites, son mariage, sa relation avec son persécuteur André Miller, le milieu psychanalytique de la ville de Zurich et Zurich elle-même. Elle fit quelques voyages en Israël pour retrouver de la parenté, puis s'installa dans la campagne zurichoise où elle se passionna pour la peinture, et c'est là qu'elle s'attaqua plus frontalement à la psychanalyse freudienne en tant que doctrine. Elle tenta de publier un premier article critique dans la revue Psyché, publication officielle de la Société psychanalytique suisse, donc. Elle essuya un refus. C'est cet article qu'elle développa dans son premier livre, Le drame de l'enfant doué, paru en langue allemande en 1979 et qu'elle écrivit d'un seul jet. Nous voici donc au cœur du travail d'Alice Miller, puisqu'elle va condenser dans cet ouvrage une perspective qui la ramène directement au vécu de son enfance. Elle ne le dit pas encore clairement, mais pose déjà les jalons d'un processus thérapeutique impliquant la reconnaissance pleine et entière du vécu de l'enfant. De ses ressentis, de ses souffrances et des conséquences de la répression éducative. Alice Miller va poser les bases d'une approche renouvelée de l'analyse qui débouchera quelques années plus tard sur cette notion de pédagogie noire. Voici donc la 5e partie de notre histoire. Qu'est-ce que la pédagogie noire ? Avant d'en préciser les contours, j'aimerais partager la manière dont Alice Miller s'y est sensibilisée pour elle-même. On a vu qu'elle avait entrepris 2 analyses didactiques dans le cadre de sa formation à la psychanalyse. Elle a décrit la première comme une complète catastrophe. L'analyste n'ayant eu aucune écoute pour sa lourde charge émotionnelle. Sa seconde analyste, qu'elle remercie dans la préface de C'est pour ton bien, lui a cependant ouvert les yeux sur la véritable nature de l'éducation. Cette personne n'a jamais cherché à l'éduquer ou à lui faire la leçon, mais Alice Miller est restée convaincue que sa mère avait toujours été dotée des meilleures intentions. Comme elle s'en confie dans Images d'une enfance, son 4e livre paru en 1985, c'est la peinture spontanée qui lui permit à la fois de redécouvrir une curiosité enfantine et de recontacter la terreur intime de son éducation. Les sentiments de son enfance, jusqu'alors refoulés, ressurgissaient dans ses tableaux, angoisse, désespoir, solitude totale. Et je me permets de la citer,
Je ne voulais pas d'interprétation psychanalytique, je ne voulais rien savoir des explications de Jung, je voulais laisser parler et peindre en moi l'enfant, jusqu'à ce que j'arrive à comprendre son langage. En 1977, un volumineux recueil de vieux textes pédagogiques allemands, réunis par Katharina Rutschki, était paru sous le titre Schwarze Pädagogik. Alice Miller a repris cette expression dans ce second livre, C'est pour ton bien, publié en français en 1983, et lui consacre un chapitre en entier. C'est donc hors du champ de la psychanalyse, par la pratique spontanée de la peinture, qu'elle décrivit combien cette expression de la pédagogie noire parlait de son enfance. Alors, qu'est-ce que c'est que la pédagogie noire? Alice Miller l'a décrite comme une volonté d'éradiquer toute vie autonome chez l'enfant par le moyen de ruses et de violence. Elle repose sur une présomption qui est que l'obéissance rend fort, que le devoir engendre l'amour ou que la dureté et la froideur sont une bonne préparation à l'existence. Les textes pédagogiques recueillis par Katharina Rutschki montrent que cette disposition était effectivement très répandue parmi les pédagogues de l'Empire germanique. Rappelons que Michael Haneke a porté la pédagogie noire à l'écran dans son film Le Ruban blanc, qui a été primé à Cannes en 2009. Sans utiliser ces mots, Alice Miller a évoqué la pédagogie noire dès son premier livre, Le drame de l'enfant doué, dans lequel elle relate les effets du mépris de l'adulte pour la vulnérabilité de l'enfant par des exemples tirés de la vie quotidienne. Le mépris pour cet être plus petit et plus faible, écrit-elle, est ainsi la meilleure protection contre l'irruption de ses propres sentiments d'impuissance. Il est l'expression de la faiblesse dont on s'est détaché. C'est la fin de la citation. On comprend que ce mépris adulte pour le vécu de l'enfant est universel, bien qu'il prenne diverses formes, et c'est sans doute pourquoi sa dénonciation de la pédagogie noire a connu un tel succès. On comprend qu'en se distançant de la psychanalyse freudienne et en s'inspirant de précurseurs comme Kohut, Winnicott ou Bowlby, Alice Miller s'est en même temps rapprochée de son vrai soi. Elle a donc introduit de manière radicale la perspective de l'enfant dans la psychologie et l'accompagnement thérapeutique. La relation au patient devait être étroite et empathique et non plus distante et anonyme. Tous avaient le droit de savoir comment leurs parents s'étaient comportés envers eux et de découvrir eux aussi leur vrai soi. La thérapeute devait être un témoin secourable et non la porte-parole de théories en vogue. Elle devait s'identifier consciemment à l'enfant présent, je dirais même tapis dans la personne du patient, plutôt qu'aux parents que ce même patient avait intériorisé. Et sur ce point, sa mise en cause de concepts freudiens comme le narcissisme, le complexe d'Oedipe ou la théorie des pulsions fut sans appel. Dans le drame de l'enfant doué, elle releva que le narcissisme était un concept inutilisable dans la pratique analytique. Dans L'enfant sous terreur, elle décrivit l'Oedipe comme une victime injustement culpabilisée. Elle releva également que l'existence de pulsions sexuelles chez le tout petit, le tout jeune enfant, n'avait aucune validité scientifique. Se mettre du côté de l'enfant impliquait donc d'abandonner ce qu'elle appelait des théories boucliers, à savoir des constructions mentales faisant obstacle à l'émergence de sa souffrance, restées muettes. Alors, y a-t-il quelque chose à faire pour que ces enfants restés silencieux parlent enfin? En d'autres termes, comment lever le refoulement, ce couvercle posé sur nos souffrances? Et là encore, Alice Miller a fait œuvre de pionnière en montrant que c'est en étant disposé à écouter cette souffrance que le thérapeute peut permettre à son patient de parcourir pas à pas son cheminement de libération. Mais il ne peut le faire sans s'être lui-même reconnecté à sa souffrance d'enfant, sans s'être rapproché de son vrai soi. Pour elle, l'analyste se trouve dans une situation similaire à celle d'un parent. Lorsque les parents sont indisponibles à leur enfant, ce dernier n'a pas la capacité de vivre ses propres sentiments de colère, d'abandon, d'impuissance. Il s'adapte alors à leurs attentes et finit par renoncer à exprimer sa souffrance. De même, si l'analyste a des idées préconçues sur ce que devrait être une thérapie, il orientera vraisemblablement ses patients dans le sens de ses théories. S'il ne s'est pas libéré de son propre désespoir,
d'avoir été maltraité par ses parents, il risque bien de le transférer sur ses patients, qui sont parfois aussi dépendants de lui que des enfants. Et là, nous touchons au drame d'Alice Miller, qui devait avoir une cinquantaine d'années lorsqu'elle fit toutes ses découvertes. Elle avait eu 2 enfants, dont l'aîné, Martin, avait déjà une trentaine d'années. Il est donc probable qu'Alice Miller ait ressenti une culpabilité à réaliser qu'elle avait elle-même reproduit sur lui les tourments de sa propre enfance. Cela nous amène à nous interroger maintenant sur la mère que fut Alice Miller et sur les révélations de son fils Martin. Voici donc la 6e partie de notre histoire. J'imagine que beaucoup de ces lecteurs ont projeté sur Alice Miller la figure d'une mère idéale, comme je l'ai fait d'ailleurs. Si seulement j'avais eu cette mère-là, celle que décrivaient ses livres. Le témoignage de Martin a donc été un choc pour beaucoup d'entre nous. Certaines critiques ont même pensé que les révélations du fils invalidaient les théories de la mère. Ce n'est pas le cas et Martin Miller, le principal intéressé, devenu lui aussi thérapeute, le dit clairement. L'un des concepts utilisés par Alice Miller dans sa théorie du traumatisme est celui de la compulsion de répétition. Nous sommes voués à reproduire nos souffrances tant qu'elles ne sont pas libérées, et en particulier sur nos enfants. C'est exactement ce qu'elle a fait avec Martin avant d'entreprendre son travail thérapeutique. Martin décrit son univers familial comme une remise en scène du drame vécu par ses parents pendant la guerre à Varsovie. Il a grandi en tant que juif, persécuté dans sa propre famille. Son père le battait et l'humiliait constamment sous les yeux indifférents de sa mère. Martin était systématiquement exclu de leur conversation puisque ses parents parlaient entre eux en polonais et s'adressaient à lui en allemand. Il devait se cacher et tout faire pour ne pas se faire remarquer. La maison était en permanence le siège de disputes et de tensions, et ce n'est que beaucoup plus tard que Martin a compris toute l'histoire qui se cachait derrière le comportement de ses parents. Antisémite, son père traitait son fils comme un juif sans valeur. Terrorisé comme elle l'avait été à Varsovie, de peur d'être découverte, sa mère le laissait faire. Alice Miller a aussi remis en scène avec Martin des ruptures d'attachement qu'elle avait vécues avec sa propre mère. À sa naissance à Bâle en 1950, il fut placé 15 jours en nourrice, puis passa les 6 premiers mois de sa vie chez Alla Bugno et leur fille Irenka. À la naissance de sa sœur trisomique, 6 ans plus tard, il souffrait d'énurésie et fut placé 2 ans dans un home d'enfants sans contact avec sa famille. Dans les années suivantes, les employés de maison lui servirent de substituts parentaux. Sa mère changeait souvent de personnel afin que les enfants ne s'y attachent pas. On peut donc imaginer l'impact de ces ruptures relationnelles sur le développement psycho-affectif du jeune Martin. À cela s'ajoutait la souffrance d'être livré à la violence du père, qui en plus des coups et des humiliations soumettait son fils à des contrôles intimes en l'obligeant à se laver le matin avec lui. Plus tard, Martin demandera des comptes à sa mère, notamment dans une lettre virulente de 1994 où il écrit « Avais-tu peur de devoir me protéger de mon père quand il organisait ce supplice imposé? Que pensais-tu alors qu'il se moquait de moi à table tous les midis et qu'il me coupait la parole ?» Fin de citation. Mais elle reprochera à Martin de ressembler à ce père qu'il détestait, l'accusant d'être à son tour un persécuteur. Dans le documentaire de Daniel Howard, Who is Afraid of Alice Miller, Martin rencontre à Berlin le dernier thérapeute de sa mère, qui lui confirme l'intensité des sentiments négatifs qu'elle projetait sur lui. Ces sentiments étaient en lien avec sa propre expérience de la persécution. Ils n'avaient rien à voir avec Martin. Par la suite, Alice Miller a certainement pris connaissance des torts que ces comportements lui avaient occasionnés, sincèrement souhaité que Martin s'en libère. Elle lui indiquera donc l'adresse d'un thérapeute de sa connaissance, tout en supervisant les séances à l'insu de son fils. Encore une remise en scène qui fera vivre à Martin les sentiments de trahison et de persécution que sa mère avait refoulés des années auparavant. Le suivi thérapeutique se terminera par un procès et Martin mettra fin à leur relation. On peut donc voir que ce drame familial, si douloureux qu'il ait été,
est à l'image de ce qu'Alice Miller expliquera par la suite dans ses livres, à savoir une remise en scène de traumatismes subis et transmis à la génération suivante. Ce que nous venons de voir pose la question de la validité de son travail aujourd'hui, et c'est ce que nous allons questionner maintenant. Voici donc la 7e et dernière partie de notre histoire qui nous ramène l'importance de la contribution d'Alice Miller pour notre compréhension des traumatismes et des dynamiques relationnelles qui s'enracinent, encore une fois, dans l'enfance. Dès sa sortie en langue anglaise en 1981, le drame de l'enfant doué a fait sensation et est devenu un best-seller international. Ces livres ont été traduits dans une trentaine de langues depuis. On peut donc s'interroger sur les raisons de ce succès. Sa mise en cause de la psychanalyse n'est certainement pas une réponse puisque son travail a été mal accueilli par les tenants de l'école freudienne particulièrement. Elle abordait la difficile question des souffrances refoulées et dut faire face à beaucoup de scepticisme. Mais elle développait une nouvelle théorie autour des traumatismes qui apportait un éclairage sur l'origine de la violence. Dans les années 1980, les châtiments corporels étaient encore largement répandus dans nos pays. Rappelons que la Convention internationale pour les droits de l'enfant n'a été adoptée qu'en 1989. Je pense que sa mise en cause des parents a trouvé un écho auprès de millions d'adultes frappés, abusés, qui peinaient à faire reconnaître leurs souffrances, même auprès de leur thérapeute. L'enfant maltraité qui sommeillait en eux avait enfin trouvé un témoin à travers ses livres. Alice Miller incarnait ce témoin. Au fil des années suivantes, ses travaux ont aussi reçu nombre de confirmations scientifiques tout d'abord, comme la découverte des neurosciences affectives sur le psychotrauma ou celle des neurones miroirs dans les années 1990. Sociales ensuite, puisque sous l'impulsion du mouvement pour les droits de l'enfant, un certain nombre de pays ont interdit les punitions physiques et psychologiques, les fameuses violences éducatives ordinaires. La France l'a fait aussi, en 2019. Martin Miller a reconnu l'importance de l'œuvre de sa mère, mais seulement ses 3 premiers livres, auxquels il a d'ailleurs participé. Alice Miller l'en remercie dans sa préface de C'est pour ton bien. Les suivants, ainsi que ses conseils thérapeutiques sur Internet, relèvent pour lui de la spéculation. Cette réserve se comprend si l'on garde à l'esprit que ses premières années d'écriture furent aussi parmi les plus heureuses de la vie de Martin. Il avait presque atteint la trentaine, fut le témoin d'une transformation radicale chez sa mère, et je le cite, « Ma mère me parlait de ses pensées, et je la découvrais sous un tout autre jour, passionnée, ouverte, abordable, détendue. » Fin de citation. Libérée d'un mariage malheureux, elle s'affirmait face à l'orthodoxie de la psychanalyse et intégrait son fils dans ce projet, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Le travail d'Alice Miller a bouleversé notre compréhension de l'enfant et a contribué à nous ouvrir les yeux sur l'étendue de ces violences et sur leurs conséquences sociales. Il a aussi participé à démocratiser l'idée qu'il fallait faire un certain travail sur soi pour mieux accompagner nos enfants dans leurs besoins émotionnels particulièrement. Alice Miller a montré quels mécanismes conduisent à la reproduction de situations victimisantes dans les familles, mais aussi sur le plan collectif. Nombre d'associations défendant les droits de l'enfant et la parentalité bienveillante se réclament de son héritage. Elle a aussi fait bouger les lignes en psychothérapie. Avant de consulter une analyste, les patients se demandaient s'ils avaient lu Alice Miller. J'ai pu aussi m'apercevoir que l'intérêt suscité par le travail de Martin Miller pour la compréhension des transmissions transgénérationnelles des traumatismes était très grand. Son livre « Le vrai drame de l'enfant doué » et surtout le documentaire de Daniel Howard, « Who is Afraid of Alice Miller », dont il est le principal protagoniste, en fournissent, je pense, une compréhension inédite. Ce film est d'ailleurs disponible en streaming sur Vimeo. Après plus de 40 années d'expérience comme psychothérapeute, Martin affirme ouvertement que la théorie de sa mère a eu le plus d'impact sur sa pratique. Ses livres l'ont aidé à comprendre de nombreux problèmes psychologiques et, plus important peut-être, le travail précurseur de sa mère lui a donné les clés pour élucider le comportement de ses parents et ses propres expériences traumatiques.
Pour Martin, c'est bien le témoin éclairé qui permet aux patients de réaliser qu'ils ne sont désormais plus seuls, que leur vécu traumatique fait enfin l'objet d'une réponse empathique. Si Alice Miller n'a pas décrit le processus thérapeutique dans les détails, elle en reste l'initiatrice. Voilà. C'est la fin de ce podcast consacré à l'histoire de vie d'Alice Miller. J'espère qu'il vous aura éclairé sur l'importance de son travail et qui sait, donner envie de lire ses livres. Je rappelle que pour approfondir cette thématique, vous trouverez des références complémentaires sur la page dédiée à ce podcast. À bientôt donc pour une prochaine édition des podcasts de Regard Conscient.